merci à tous d'être là, d'être venus à ce World IA Cannes Festival. Donc, dans quelques minutes, avec le réalisateur de ce magnifique film « Je veille sur toi » que vous allez voir. Il dure combien Un quart d'heure. C'est un quart d'heure. Donc, le film dure un quart d'heure. Et après, nous avons un débat avec le réalisateur. Tu es l'auteur, réalisateur. Tiens, prends un micro, c'est mieux. Ça marche? Ouais. Oui, je suis le réalisateur et co-scénariste. Je l'ai écrit avec une amie, Valentine Thomaset. Voilà. Peut-être que tu peux déjà, Jeannette, nous expliquer comment tu es arrivé à faire un film sur l'intelligence artificielle. Déjà, merci d'être là, ça fait plaisir. Et donc, en fait, ce film, vous allez voir, ça dure 15 minutes. Donc, c'est un court-métrage, ça va assez vite. Et je l'ai écrit parce que c'est un moment où ma grand-mère, en fait, elle vivait chez elle de manière autonome dans la campagne. Et un jour, elle s'est cassé le col du fémur. Donc, elle n'arrivait plus à rester autonome chez elle. Et nous avec mes parents, on habite loin, donc on ne pouvait pas trop venir la voir souvent. Et on l'a mise donc en maison de retraite. Et en fait, elle n'a pas du tout apprécié, et ça fait qu'elle s'est laissée partir assez vite. Et suite à ça, je me suis dit, tiens, comment moi, à la retraite, je serai dans le futur? Comment ça se passera? Est-ce que ça aura un peu changé? Et c'est là où je me suis intéressé aux robots, aux intelligences artificielles. Comment ça peut nous aider, en fait, comment ça aide les personnes qui sont malades ou qui sont en situation de dépendance. Et c'est pour ça que j'ai parlé avec des chercheurs sur ce sujet. Et donc j'ai identifié des risques et des opportunités. Et toutes ces réflexions, voilà, ça m'a inspiré un scénario d'un film que vous allez voir. Donc on va le projeter et après on en parlera pour parler de tous ces sujets parce que j'ai pas mal creusé. Donc j'ai vu les pour, les moins, voilà, il y a de tout. Mais sachez que le film sera par la suite à la Maison d'intelligence artificielle. Donc je pense que tout le monde est touché par ce film, par ce court-métrage qui, bien qu'il ne dure que 15 minutes, a des retentissements profonds à l'intérieur de nous-mêmes, soit parce que ça nous effraie, soit parce que des situations similaires, on se projette très bien dans ce que tu as fait. Et surtout, peut-être sur le fait que ce n'est pas une dystopie, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est quasiment la réalité de demain. C'est déjà une réalité aujourd'hui, puisque ce sont des systèmes d'aide à la décision qui sont faits pour optimiser nos vies. Les intelligences artificielles, à l'heure actuelle, sont très bonnes en analyse de données, et elles sont là pour nous aider à optimiser nos vies, à optimiser nos chances de survie. C'est ce qu'on leur demande souvent. Quand on va demander à une intelligence artificielle de nous aider, on va lui demander de nous aider à vivre mieux, plus longtemps. C'est le mieux où apparemment, celle que Yannick, tu as mis en scène, est-ce qu'elle a des difficultés ou est-ce que c'est un problème ailleurs? Qu'est-ce que tu as essayé de nous dire à travers « Je veille sur toi » ? En fait, donc pour préparer le film, j'ai parlé avec des chercheurs en robotique. Je suis allé voir des entreprises qui développent, comme il y a ici d'ailleurs. Donc ouais, en effet, c'est déjà une réalité. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent actuellement. Donc actuellement, c'est très cher les robots domestiques, mais ça va se démocratiser. Et souvent, ce que je vois, c'est que ce que j'ai vu en tout cas, c'est qu'il y avait vraiment l'intention de faire le bien vraiment à la base. Et c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de points positifs. Notamment, par exemple, des robots qui aident des personnes qui ont Alzheimer. Donc les robots, ils répètent, ils ne se fatiguent pas. Des robots qui aident à faire des tâches. Ou par exemple, moi, quand j'en parlais au début, c'est ma grand-mère. Peut-être que s'il avait eu un robot qui l'aidait à marcher chez elle, elle aurait pu rester chez elle. Après, ce qu'il faut faire attention, comme d'habitude avec les technologies, c'est aux usages qu'on en a. Et ce qui fait un peu peur, c'est que parfois, il y a des chercheurs en robotique qui créent le robot. Et après, les personnes qui vendent les robots le vendent en mode clé en main. Le robot va marcher tout seul. Et c'est là où il y a vraiment le risque, c'est qu'il ne faut pas que ça remplace l'humain. Ça peut venir en complément de l'humain. Et en plus, les gens, même parce que je travaille dans des hôpitaux, il y a des hôpitaux qui travaillent en gérontologie sur la relation entre les personnes âgées et les robots. Et dans les hôpitaux aussi, voilà, ce qu'ils disent, c'est que le robot, c'est un accompagnant. Donc, mais il faut aussi l'humain. Et c'est ça, moi, ce que je voulais montrer, c'est que voilà, s'il n'y a pas l'humain, ça part forcément... Parce que le robot, il ne comprend pas, par exemple, il ne comprend pas pour le sucre que ça peut faire du bien. Mais en même temps, c'est des données quantifiées, en fait, le taux de sucre. Et après, même nous, en tant que... Par exemple, là, j'aide un parent qui est malade. Moi, je deviens un peu comme le robot, c'est-à-dire je lui dis attention à ta santé, il ne faut pas prendre ça. Et c'est un peu délicat, ça pose plein de questions aussi sur nous-mêmes, comment on est avec les personnes malades qu'on aide. Voilà, plein de sujets après. Mais tout à fait. Quand on connaît tous et on a tous eu quelqu'un qui est allé, par exemple, dans une EHPAD ou qui a des aides à domicile qui sont pour l'instant pas des robots, qui sont des humains.
et avec quand même le sentiment qu'il y avait un respect amoindri de la dignité humaine, un respect moindre des habitudes personnelles de chacun. Et on a le sentiment que dans ton film, le robot n'apporte peut-être pas plus alors qu'on a eu des expériences positives aussi avec des robots. Ouais, puis si le fils, en fait, c'est aussi le problème actuel, c'est qu'on est tous débordés de travail, on n'a plus le temps. Si le fils venait voir son père aussi régulièrement, il pourrait reprogrammer le robot. Après, là, j'ai pris un parti pris aussi que le robot était programmé pour faire quelque chose, même contre l'indication de la personne âgée. Alors que là, c'est pas le cas pour l'instant. Les robots qui développent actuellement dans les entreprises là, si au robot on lui dit stop, il s'arrête ou on peut l'éteindre. Donc voilà, ça c'est un parti pris exprès pour faire réfléchir, mais voilà, il y a aussi du positif parce qu'au final, le robot essaye de faire du sport à la personne, faire des jeux de mémoire. Et j'ai vu dans des EHPAD, même peut-être vous avez vu le robot qui existe actuellement, Paro. Paro, c'est il est présent, le robot, dans l'autre zone, si vous voulez aller le voir. Il est là, ouais. Il est présent. C'est un robot, un bébé phoque, en fait, qui est un robot qu'on donne aux personnes âgées. Et il émet de la chaleur, il fait des petits couinements. Et en fait, il y a des personnes âgées qui n'aiment pas du tout, donc elles ne l'utilisent pas. Mais il y en a qui l'aiment bien. C'est même comme un journal intime, un peu. On lui parle, on sait qu'il ne va pas répondre, mais ça fait du bien. Et ce qui est important aussi, qui se fait en France, c'est de bien montrer que le robot est un robot. Parce que, par exemple, en Asie, parfois, on ne dit pas aux personnes âgées que le robot est un robot, donc ils le prennent pour un humain. Alors qu'en France, on dit vraiment ça, c'est un robot, attention, il ne faut pas faire l'amalgame. Donc, après, on va vous laisser la parole, hein, parce que ce qui est intéressant pour Yannick, c'est vraiment d'avoir aussi votre ressenti. Et puis même moi, ça m'intéresse énormément. On voit bien que le robot est déficient, l'humain est déficient. Et c'est la double déficience qui rend la situation aussi délicate. Et puis, il y a quand même une pointe d'espoir à la fin. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, les gens dans la salle avaient des interprétations différentes de la fin du film. Donc, on verra tout à l'heure quelle est la vôtre. Et je trouve très important cette dimension de complémentarité homme-machine que tu as essayé de mettre en avant. On peut peut-être prendre les questions. On prend les questions. Direct. Voilà. Ça te suscite tout de suite des questions. Les gens motivés, là. Oh, merci beaucoup pour ce court-métrage, c'était très émouvant. Alors moi, c'est sur la fin, en fait. J'avais l'impression que le robot, il regardait la scène entre le père et son fils. Est-ce qu'il ressent une certaine jalousie? Est-ce qu'il est aussi dur avec le père, justement, parce qu'il n'a pas cette complicité avec lui? Voilà, merci beaucoup. Merci. À toi de répondre. Hein. Ouais, non, mais très bien. Et en fait, j'ai fait exprès une fin ouverte, comme ça chacun interprète, parce que voilà, on voit juste un plan, on peut se projeter plein de choses. Après, ça peut être. Après, je sais pas si je dis. Moi, j'ai une version. Pour moi, c'est plutôt. Après, il y a plein de versions possibles, en fait, c'est ça qui est bien. C'est pour ça, en fait, nous-mêmes, ça nous questionne sur notre rapport aux robots, parce que même là, vous avez peut-être vu, il y a des robots qui ont des sourires un peu mécaniques. D'ailleurs, j'ai vu une dame, là-bas, il y a un robot dame, je sais pas si vous l'avez vu. Moi, ça me fait un peu peur, les sourires un peu crispés. C'est pour ça que j'ai dit aux acteurs de jouer assez naturel, mais avec des petites expressions bizarres. Là, voilà, c'est une fin ouverte, donc ça peut être plusieurs choses. Pour moi, pour l'instant, les robots n'ont pas de conscience, mais c'est mon point de vue personnel. Donc c'est juste qu'il voit, mais moi je me dis peut-être même il se dit il est content, il a réussi à rassembler le père et le fils, mais on ne sait pas en fait. C'est pas qu'il est content ou pas, mais pour moi c'est neutre. Mais c'est vrai que quand je monte le film, il y en a qui me disent j'ai l'impression qu'à la fin il va tuer tout le monde parce qu'il est énervé. Il y en a qui me disent il est content. Donc c'est ouvert en fait, c'est surtout pour questionner nous qu'est-ce qu'on projette sur le robot en fait. Et vous pourrez tester tout à l'heure quand vous verrez les robots là parler, ça fait bizarre en fait. Et ça peut être plein de choses même. Une question devant. Bonjour, j'ai vu ton film à Menton il y a quelques années. Oula, ah ouais. Oui. Hey. Est-ce que ton avis a changé depuis ces quelques années? Parce que c'était il y a 3 ans, je pense, si je ne me trompe pas, 2-3 ans. Et est-ce que l'évolution de la technologie fait que ton film te semble plus pertinent ou moins pertinent maintenant? C'est bien, donc il y a quelques années, on s'est vu déjà. Ouais. En fait, c'est surtout que je vois que ça continue à aller à fond dans le tout technologique. Donc pour moi, c'est vraiment l'actualité qui est là, donc ça renforce plus mon premier sentiment en fait.
Je sais pas si ça répond. Oui, tout à fait. C'est dur de se concentrer, il y a pas mal de bruit là. Alors, moi, je l'ai vu que cette année, le film, et je pensais qu'il avait été tourné cette année, honnêtement, Non, parce que, ouais. au contraire, je le trouve vraiment en phase avec les dernières évolutions technologiques, avec ces assistances personnelles qui sont en capacité de nous répondre et de prendre soin de nous, hein, puisqu'il y a vraiment cette volonté de la technologie de prendre soin de nous, dans le sens du care. Vous savez, c'est une théorie américaine, le care, qui est que c'est le soin qu'on porte à l'autre. Donc c'est mécanique, c'est théorisé, hein, le soin qu'on porte à l'autre, même si le sentiment de départ est intéressant. Et peut-être juste pour faire un éclairage technologique, les robots ne se ressentent aucune émotion parce qu'ils n'ont pas la capacité de les sentir. Hein. C'est une des branches de l'intelligence artificielle qui n'arrive pas à se développer. On n'a toujours pas trouvé le moyen de faire ressentir une émotion à un robot. Et de ce fait-là, elle ne peut que se mettre en miroir de ce que ressent l'humain. C'est-à-dire on va lui faire analyser ce qu'elle voit. Hein, nous aussi, on a ça dans le cerveau, ça s'appelle les réseaux de neurones miroirs. Donc généralement, quand quelqu'un arrive en pleurant dans notre bureau ou à la maison, on se dit « Ah là là, il se passe un truc ». Mais au départ, on n'a pas une émotion. Au départ, on analyse ce qui se passe et après, on ressent. Le robot, le après, il n'a pas. Puis le film, je l'ai pensé en 2018. Mais à l'époque, c'était pas, le sujet intéressait personne. Il n'y avait pas de ChatGPT. Non, et ça intéressait pas trop. Et c'est depuis le Covid qu'il y a ce film a vécu à nouveau, en fait. Parce que j'ai sorti en 2019 et c'était dur de... Incroyablement d'actualité. Mais vraiment incroyablement d'actualité. D'autres questions ? Oui, bonjour. Alors, au-delà de l'enjeu du care, qu'on comprend très très bien, il me semble que l'enjeu là est celui de la liberté. Est-ce qu'un robot peut intégrer la notion de liberté ou de libre arbitre, qui est finalement l'essence de l'humanité ? Ce sera de manière programmée, donc c'est pas une compréhension comme nous on comprend. Mais peut-on le programmer ? Voilà ma question. Alors, peut-on le programmer ? Pour pouvoir programmer, hein, même si les intelligences artificielles se programment de manière de plus en plus aisée, il faut qu'il y ait une grammaire. Alors, existe-t-il une grammaire de la liberté ? Alors oui, on a des textes de loi, donc quelque part, on a quand même quelques règles. Mais néanmoins, on a le sentiment, tout ce que la liberté, c'est plus que des règles. C'est une émotion aussi. Et cela, je le redis, la machine ne ressent pas. Donc, elle va pouvoir vous donner de la liberté selon des règles. Respecter votre liberté d'expression, par exemple. Votre libre arbitre, dans la mesure où on ne lui a pas donné une contre-règle. Et donc, c'est les poids qu'on va mettre dans les règles qui vont déterminer la décision. Et les poids sont des poids politiques. Si vous choisissez d'avoir la main sur la destinée d'une personne âgée dépendante, alors le robot a la main. Et je crois que c'est le film de Yannick, c'est bien ce qu'il représente, c'est qu'il y a un poids qui est donné à la décision technologique sur le point qui est mal, en tout cas, tant que le fils n'intervient pas, qui est mal contrebalancé par un fils absent. Moi, ma lecture est que le poids n'est pas porté sur le care, ni sur la liberté, mais sur la maltraitance. Oui, après, justement, c'est pas la... En fait, ça englobe tous ces sujets, en fait. C'est quand on s'occupe de quelqu'un, on doit lui laisser sa liberté. Le robot, pour lui, il a été programmé pour réduire le taux de sucre, vérifier que la personne dort bien. Donc pour elle s'en occupe bien, mais elle ne se rend pas compte de l'impact négatif parce qu'elle n'a pas la conscience, elle n'a pas de recul sur ce qu'elle fait, en fait. Elle fait ce qu'elle est... Donc ça peut amener à de la maltraitance, c'est sûr. Voilà, elle est programmée. Et ça fait de la maltraitance derrière, mais ce n'était pas souhaité, mais elle ne se rend pas compte, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un humain qui soit là pour corriger, pour évaluer. Alors, les questions, c'est dans le micro, hein, parce que sinon, on ne vous entend pas. Non, je veux dire, on peut aller plus loin dans la réflexion et se demander si la programmation, puisque je suis bien d'accord qu'on est dans une logique de programmation, est-ce que cette programmation-là, c'est une logique de care ou est-ce que c'est une logique de maltraitance, telle que l'on voit dans le film ? Je crains que le pire, ce que ce soit une vraie logique du care. C'est vraiment, on essaye vraiment de prendre soin de la personne âgée. Et en tant qu'enfant, hein, on a aussi, hein, tu l'as dit tout à l'heure, on a aussi cette attitude, fais du sport, mange,
bois. Enfin, moi, je répète toute la journée à mes parents, mais buvez, buvez, buvez. Et je crois que si mon père pouvait me passer par la fenêtre, il le ferait, comme Gabriel passerait bien son robot par la fenêtre. C'est-à-dire que à vouloir faire trop bien, on peut devenir maltraitant. Mais ça, c'est l'expérience humaine qui peut rectifier. Et la difficulté aussi aujourd'hui, c'est que ce sont nos très jeunes ingénieurs qui vont trouver des solutions. Et si vous n'accompagnez pas ces jeunes ingénieurs par rapport à vos besoins, si vous les aidez pas à designer des solutions qui vous conviennent, eh bien c'est voilà, ça à trop vouloir faire le bien, on vous réduit la liberté. Bonjour. Ok. Je voudrais vous poser une petite question. Quand vous voyez ce film actuellement avec la personne âgée, là on a quelqu'un qui apparemment n'a pas vraiment suivi l'évolution des technologies. Je pense que dans 20, 30, 40 ans, on n'aura plus ce genre de réflexion parce que les gens de mon âge ou un peu plus jeunes même, eh bien, connaîtront un peu plus ces nouvelles technologies et se plieront sans doute au robot qui, lui, est censé ne donner que de bons conseils. Ici, on est dans une période très transitoire, je trouve. Oui, c'est un parti pris. Après, même dans le futur, il y a des gens qui seront contre les robots aussi, des gens pour. Mais c'est vrai que nous, même moi plus tard, c'est vrai que si j'ai un robot, je serais beaucoup plus habitué. Et ce qu'on se dit aussi maintenant, ce qui se développe beaucoup, c'est les assistants personnels. Et donc peut-être qu'on aura notre assistant personnel même maintenant ou depuis qu'on est né, qui nous accompagnera et en fait qui sera intégré à ce robot plus tard, donc qui sera vraiment adapté à nous. Donc il peut y avoir aussi des très bonnes choses. Mais c'est vrai que là c'est un choc de génération. Mais dans le futur, même moi je me dis, j'aimerais bien avoir un robot pour m'aider à rester indépendant plutôt que d'aller en maison de retraite. Mais il faut que je puisse le programmer moi-même, être libre. Il ne faut pas que ce soit imposé par mes futurs enfants. Puis il n'est pas si nul en technologie, Gabriel. Je vois c'est un Ready Player One. Ouais, Il joue aux jeux vidéo, il maîtrise. Mais c'est un réfractaire à la technologie, comme il y a un peu des clivages aussi maintenant. Il y en a qui sont contre, qui sont pas sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont dessus. Voilà, c'est des écoles. Ah, une autre question. Il y a quelqu'un qui parle? Bonjour, encore moi. Là, ça serait plus justement sur la programmation des robots. Vous parliez de jeunes ingénieurs. Par contre, on a des écrivains comme Asimov qui ont prévu des lois sur la robotique. Est-ce que ces lois, qui étaient imaginées avant même la création des robots, a une réaction parmi le développement ou pas? Ils ont baigné là-dedans, nos jeunes. Donc, les lois d'Asimov, ils les connaissent beaucoup plus que le code de la route ou le code du travail. Ou que, je veux dire, ils sont... sans dire qu'ils font des infractions par ailleurs, hein, mais ils connaissent bien ces trois lois. Et ces trois lois n'empêchent pas ce qu'on voit là. Elles n'empêchent en rien. Hein. C'est cette volonté de bien faire. Hein, souvent on dit le mieux est l'ennemi du bien. Hein. C'est cette volonté de bien faire. C'est quelle est la limite que l'on doit mettre à le meilleur système d'aide. Tout à fait. On le voit bien justement dans dans tous les romans d'Asimov, où on voit toutes les failles de ces règles, même en ayant une idée parfaite de ces règles, on voit qu'il peut y avoir des situations où ces règles ne sont pas applicables, et c'est ce qui va nous poser des problèmes dans le futur, je pense. Alors, moi, j'invite le public après, hein, si vous voulez. Il y a une start-up sur le stand du département qui s'appelle Nodeus Solutions, qui a une solution qui s'appelle Cocoon. Et cette solution est une solution qui observe le déclin cognitif des personnes âgées à leur domicile. Et l'idée, c'est que sans intrusion dans le domicile, sans qu'il y ait de caméra ou qu'il y ait de captation de la voix, on puisse voir que la personne commence à moins boire, à moins se laver, à moins se lever, à moins s'alimenter, et que ça prévienne l'entourage proche qui a peut-être une difficulté et qu'il faut peut-être passer le voir. Il est peut-être simplement un peu dépressif, ou alors il a un début de problème cognitif qui peut, surtout au début, être accompagné. On peut peut-être prendre une dernière question, ou tu veux peut-être après, et après tu nous fais une petite conclusion. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Oui, bonjour. Après, on pourra parler après aussi. Je vous remercie beaucoup. Ce reportage me rend émotive. Enfin, il me parle beaucoup. Et pour le partager, justement, parce que comme c'est les courts-métrages, comment on fait pour... Ouais, c'est un peu... Comment on fait pour le voir en dehors? C'est un peu un chemin, parce qu'en fait, là, il va encore être diffusé sur quelques chaînes.
Donc je peux pas le mettre sur YouTube, par exemple, en public. Ouais. Par contre, si vous me parlez ou vous me demanderez mon contact ou sur Instagram, vous pouvez taper mon nom. Vous D'accord. pouvez me demander le lien en privé, je pourrais vous l'envoyer parce que si c'est pas en public, ça va, mais je peux vous passer le lien, vous pouvez le montrer à vos amis. D'accord. Il va bientôt être en public sur Internet, mais c'est pas encore le cas, donc il faut que ça passe par du privé, quoi. Parce que là, je vois tv-programme.com et puis après, on dit que c'est pas Non, disponible. non, il était sur OCS à un moment, mais là, il est en Le négociation. 23 mars 2024, donc à la Maison d'Intelligence Artificielle, le film sera à la Maison d'Intelligence Artificielle. Je vous rappelle que la Maison d'Intelligence Artificielle est à Sophia Antipolis. Oui. Et donc, la famille est en Bretagne, donc. Ah, Et donc, vous m'avez dit sur quoi? Sur Facebook, c'est ça? Facebook, Instagram, vous tapez mon nom, vous m'envoyez un message et je vous D'accord. l'enverrai. Ouais, avec Merci. plaisir. j'avais pas entendu Bretagne, hein, désolé. Mais sinon, pour tous les autres, hein, sachez, si vous voulez, le samedi 24 mars, on a un samedi by Emilia. C'est-à-dire une journée grand public. Vous pouvez venir, hein, il faut vous inscrire sur le site web. Vous pouvez venir en famille. Il y a ce film, il y en a d'autres. Hein. Il y a un autre film qui fait encore plus peur que celui-là. Ah. Et en fait, pourquoi enfin, moi, je pense que le film de Yannick ne fait pas peur. Le film de Yannick, il interroge. Il interroge et il est plein d'humanité. Il interroge, et je pense que l'émotion que nous ressentons quand nous sommes un peu plus jeunes, c'est se dire oh, depuis quand j'ai pas appelé mes parents. Ouais. Et puis, pour conclure, après, s'il y en a qui veulent, moi, je resterai dans les parages pour discuter. Et en tout cas, merci beaucoup. Je n'ai pas de choses particulières à dire, mais voilà, je travaille sur un nouveau film qui parle de l'ubérisation de la société. Donc où on est tous, où il n'y aura plus de CDI, plus de chômage, plus de retraite, on est tous à notre compte à travailler au jour le jour. Dans un monde où on doit, mais c'est vraiment poussé à l'extrême pour questionner l'ubérisation. Et je travaille aussi sur un film sur le burn-out au travail. Voilà, plusieurs sujets. Que de l'actualité, en fait. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Merci Yannick, merci beaucoup.